Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va parler de ce que j'ai appris de Warren Buffett, plutôt du bon sens de Warren Buffett. Alors vous allez voir, ça fait partie des conseils de Warren Buffett, mais après avec l'expérience que j'ai un petit peu remis à ma sauce tout simplement. Et pour moi, ça représente la quintessence de finalement ce qu'il faut retenir et surtout ce qu'il faut, avec discipline, appliquer jour après jour. Je le vois au quotidien, que ce soit au sein de l'Académie des graphes ou par les différents mails, écrits, tout ce que je peux lire, tout ce que vous m'envoyez. Je vois au quotidien que la problématique n'est pas dans la connaissance, la problématique et la raison première pour laquelle la plupart des gens perdent en bourse n'est pas vraiment dans la connaissance, même si bien évidemment parfois il manque un petit peu les bases. Mais souvent, il y a quand même des connaissances techniques qui sont suffisantes. Ce qui manque, c'est la mise en application. Ce qui manque, c'est la gestion du risque. Ce qui manque, c'est la patience. Et là, quelque part, c'est là justement où on peut aller chercher et aller puiser dans des personnalités, dans des personnes, dans des investisseurs qui font plus de l'analyse fondamentale, ce côté patience, ce côté justement, voilà, être dans l'analyse, dans l'étude, dans l'observation, jusqu'à avoir tous les éléments qui permettent justement de passer à l'acte. Et puis derrière, avoir la patience de tenir les positions tant que le plan est viable tout simplement. Et c'est là justement où je ne suis jamais d'accord avec les gens qui mettent dos à dos l'analyse fondamentale et l'analyse technique, qui disent que si on fait de l'analyse technique, il n'y a pas besoin de l'analyse fondamentale, si on fait de l'analyse fondamentale, il n'y a pas besoin de l'analyse technique, bref. Moi je pense que vraiment il faut mettre les deux ensemble et que c'est très important justement d'utiliser un petit peu toutes les compétences que l'on peut utiliser. Je veux dire, tous les outils aujourd'hui qui nous permettent un petit peu de voir un petit peu plus clair, il ne faut pas s'en priver, il faut les utiliser et donc il faut avoir des connaissances dans tous les domaines. Moi je pense que c'est ça surtout qui est important et c'est ce que j'essaye de véhiculer au travers de mes vidéos et au travers de mes écrits. Et donc là aujourd'hui justement ce que j'essaye de véhiculer, c'est que un personnage et un investisseur comme Warren Buffett peut vous aider, même si vous faites que de l'analyse graphique pure et dure. Et c'est justement par son côté, par le bon sens en fait, qui est généré de ça. Et donc que l'on soit investisseur de court terme, de moyen terme, de long terme, peu importe la définition que vous apportez à ces différents horizons de placement, je pense que c'est super important justement de faire toujours preuve de bon sens. Parce que c'est ce bon sens-là qui va vous sauver quelque part. Parce que les marchés sont imprévisibles et vous devez vous préparer à l'imprévu et vous devez faire en sorte d'avoir des convictions certes, mais pas des certitudes. Et donc quelque part, ce qui va toujours faire la différence sur les différences, à la fin de la journée, c'est pas votre technique. Une fois qu'on a les bases, une fois qu'on a une stratégie, c'est pas ça. C'est l'application, comme je vous l'ai dit. Donc je vous ai préparé justement un petit peu une synthèse de tout ce que je peux penser, et on va justement reprendre pas mal d'écrits et pas mal de conseils de Warren Buffett, mais vous allez voir, je les ai un petit peu remodelés bien évidemment à ma sauce, avec mon expérience et avec cette vision également analyse technique. Donc ce qui est toujours très important je pense, c'est que on utilise à tort et à travers tous les conseils de Warren Buffett et on vous dit vous allez devenir riche comme Warren Buffett si vous faites exactement comme Warren Buffett. Ça pour moi c'est un gros mythe puisque personne ne peut être Warren Buffett. Warren Buffett c'est Warren Buffett et personne d'autre. On peut appliquer quelques règles de bon sens, mais les raisons pour lesquelles il est devenu riche, elles sont aujourd'hui pas à la portée du simple mortel, avec des effets de levier, avec des options, avec tout un tas de produits, évidemment on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui ne sont pas à la portée du simple particulier. Donc ça, ce qu'il faut bien retenir aujourd'hui, c'est que ce qu'on doit retenir des investisseurs qui gagnent en bourse, qui gagnent de l'argent, qu'ils aient fait du value, qu'ils aient fait du fondamental, qu'ils soient justement sur de l'analyse technique, etc. Je veux dire, vous avez des exemples aujourd'hui d'analystes, peu importe leur bord, qui gagnent en bourse. Et ce que l'on doit repérer et ce qu'on doit retenir de ces personnes-là, c'est pas techniquement ce qu'ils ont fait pour en arriver là, c'est quel est leur mindset, quel est leur mental, c'est quelle est leur façon de penser. Et donc en retenir des leçons de bon sens. C'est ça réellement qui fera la différence et ce qui est le socle commun à tous les gagnants en bourse, peu importe leur stratégie et peu importe leur méthode et peu importe leur horizon de placement également, qu'il soit court terme ou qu'il soit long terme. Donc pour moi, voici donc les véritables conseils que vous devez retenir de Warren Buffett et surtout les appliquer.
Et donc, on met souvent dos à dos l'analyse technique et l'analyse fondamentale, comme je vous l'ai dit, mais je pense qu'un investisseur, il a intérêt à utiliser les deux. Surtout, la clé, elle est dans la gestion du risque. Donc, peu importe la stratégie, ce que l'on reconnaît chez les investisseurs et traders qui ont fait fortune, c'est leur capacité à savoir gérer le risque. Regardez ce graphique, je vais vous le mettre à l'écran, sur les gains de Warren Buffett. Ils vous apprennent le secret de la bourse. La patience. Regardez un petit peu cette hausse exponentielle. La majorité de la fortune de Buffett, elle arrive tardivement. Et ensuite, elle devient exponentielle sur la fin de sa vie, justement. Exactement comme le cycle de hausse d'un marché et d'une action en particulier. En règle générale, vous montez, la performance monte en escalier, fait des consolidations, etc. Et puis à un moment donné, paf, ça va partir en hausse exponentielle. Donc, c'est exactement la même chose. Et donc derrière, après, la puissance des intérêts composés, etc. Et puis pour certaines personnes, de l'effet de levier également. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que le plus grand secret de la bourse ne tient pas dans la stratégie, mais dans la patience de l'appliquer avec discipline, jour après jour, trade après trade, investissement après investissement. Elle est là la clé. L'application, moi ce que je vois très souvent, ce pas des personnes qui ne savent pas ce qu'elles devraient faire. Une fois qu'on a un petit bagage, etc., on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas forcément. Et c'est là justement où je vois tout le travail encore qui reste à faire, justement, c'est dans la mise en application. Malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui, au lieu de faire avec ce qu'elles ont et de surtout s'astreindre émotionnellement parlant, mentalement parlant, à appliquer, vont tout rejeter et vont à chaque fois chercher la martingale ou la nouvelle stratégie à la mode, le nouvel indicateur à la mode, etc. Et donc elles recommencent tout à zéro, mais à chaque fois, en fait, si elles faisaient un journal de trading, si elles regardaient vraiment dans le détail ce qu'elles font, elles se rendraient compte qu'elles n'appliquent pas. C'est-à-dire qu'elles savent ce qu'elles devraient faire, mais elles n'appliquent pas. Elles ne coupent pas alors qu'elles devraient couper. Elles rentrent sur un titre alors qu'il n'y a pas de signal. En pure anticipation, il n'y a pas de signal. Je veux dire encore, il y a des raisons aujourd'hui. Si on veut anticiper, si on veut prendre des paris, c'est parce qu'on a un matelas de sécurité, c'est parce qu'on a déjà fait des gains. C'est pas pour faire un pari, pour faire un pari. Donc il y a tout un tas de choses aussi qu'il faut prendre en compte. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en bourse, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de méthode justement qui permet de gagner facilement à 100% des trades et du jour au lendemain sans avoir un petit peu étudié et sans avoir un petit peu sué sur son front. Donc, l'autre plus grande règle pour gagner en bourse, c'est de faire simple. Regardez tous les grands investisseurs. C'est simple ce qu'ils font. C'est très très simple. Que ce qui soit technique en règle générale, on a tendance à dire oh là là, et t'as vu, lui, il se sert uniquement de 2 moyennes mobiles pour sa stratégie. Et alors? C'est simple. Et cette personne-là, elle gagne certainement plus que la personne qui est allée traficoter son propre indicateur, qui reprend 10 autres indicateurs et qui va lui donner un ratio, une note sur 100, etc. Bref, faites très attention à ça. Déjà, si vous ne comprenez pas les indicateurs sur lesquels vous vous basez, vous mettez le doigt dans l'œil. Si vous vous basez sur des indicateurs où vous ne savez pas comment ils sont calculés et c'est des boîtes noires, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Donc si vous vous basez sur 10 indicateurs, il y en aura toujours un qui vous dira de ne pas y aller alors que les autres vous disent d'y aller. Donc la problématique, c'est qu'il faut faire simple. Pourquoi il faut faire simple? Parce que vous devez être réactif en bourse, parce que vous devez prendre des décisions. Et donc pour prendre des décisions, vous devez avoir des réponses claires qui vous sont données par le graphique des prix, par vos indicateurs, peu importe ce que vous utilisez. Vous devez vous sentir confortable, vous devez vous sentir dans une confiance. Si aujourd'hui vous avez trop d'indicateurs et votre méthode est trop complexe, il n'y a pas de secret, vous n'allez pas la suivre, vous n'allez pas l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'elle est trop complexe. Donc il faut revenir à de la simplicité. Et cette simplicité, croyez-moi, en fait, elle va vous apporter de la performance supplémentaire. Et donc toutes les personnes qui pensent que c'est trop simple, j'ai un paquet de commentaires à chaque fois sur des choses que j'ai écrites, etc. Ah ouais, mais c'est trop simple. Si ça marchait, ça se saurait. Et à chaque fois, des commentaires négatifs, oui, c'est minimaliste ou j'ai déjà lu ça quelque part. Ok, mais posez-vous les bonnes questions. Vous l'avez lu quelque part. Et si continuellement on vous le rabâche, c'est que c'est ça qui est vraiment important. Aussi simple que ce soit, aussi minimaliste que ce soit, c'est ça qui marche.
Et donc, à la fin de la journée, si aujourd'hui vous perdez, vous êtes toujours à la recherche de la martingale et de choses complexes, parce que les choses simples sont trop minimalistes et donc trop critiquables, et facilement critiquables, et donc ça sert à rien, ben vous mettez de l'or dans l'œil. Et aujourd'hui, si vous perdez, la raison c'est vous. C'est-à-dire que vous n'appliquez pas les choses simples que vous savez déjà. Donc, appliquez les choses que vous savez, et quelque part, c'est ça la discipline, c'est d'appliquer. Et en appliquant, on crée des automatismes, et en créant des automatismes, on crée de la confiance dans sa stratégie, dans sa méthode, aussi simple soit-elle. Donc il y a trop de personnes qui sont à la recherche de choses complexes, de la martingale, et de choses que personne d'autre ne connaît. Comme s'ils allaient obtenir un avantage. Donc c'est pas ça. Et si de toute façon vous voulez gagner en bourse, vous avez besoin des autres. Parce que vous avez besoin que ce que vous voyez, les autres le voient pour qu'évidemment, ils y réagissent. Parce que le cours, il ne montera pas s'il n'y a pas de volume, s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont exactement les mêmes convictions que vous. Donc vous devez, de toute manière, faire en sorte que ce que vous utilisez est vu par la majorité. Vous devez juste faire en sorte, derrière, d'acquérir les compétences, d'acquérir le feeling de marché qui vous permet d'être un petit peu en avance, ou qui vous permet justement de comprendre comment les prix se structurent. Donc, je ferai d'autres vidéos là-dessus, mais sinon je vais partir encore une fois. Donc vous devez éliminer le bruit de marché, surtout en ce moment. Je veux dire, là, c'est l'apocalypse à chaque fois. Donc si vous écoutez le marché, vous êtes cuit. Donc avec les réseaux sociaux, les forums, et donc encore plus qu'avant que maintenant, beaucoup de personnes affirment des choses avec beaucoup d'aplomb, avec des graphiques à l'appui, avec des statistiques à l'appui. Je peux me mettre au défi que je peux à chaque fois, à toute statistique, à tout tableau qui évidemment est traficoté dans le sens qui permet d'aller dans un sens, hein, à la hausse ou à la baisse, hein, je fais pas de distinction, et ben vous allez pouvoir trouver autre chose, une autre stat ou autre chose qui dira le contraire. Donc il faut se méfier de ça, et c'est encore plus vrai sur la macro. La micro c'est autre chose, mais la macro, c'est ça le bruit de marché, c'est sur la macro. Donc méfiez-vous des fausses évidences et de ce que vous aimez entendre pour conforter vos propres biais psychologiques dans lesquels on s'enferme en pensant que tout le monde pense comme nous, alors qu'en fait on ne se rend pas compte, mais qu'on a choisi de suivre, ou on a choisi d'écouter ou de lire des personnes qui de toute manière pensent comme nous. Donc forcément c'est sûr et certain qu'on va ne faire que finalement s'auto-convaincre qu'on a raison. Et donc c'est là le problème, c'est quand on passe de la conviction à la certitude. Donc la problématique c'est que voilà, il faut un peu plus s'ouvrir, et il faut s'ouvrir justement aux personnes qui ne pensent pas pareil, s'ouvrir aux statistiques ou aux tableaux qui ne sont pas identiques. Ça permet de rester objectif. Et pour moi, un investisseur, il a besoin de rester objectif. C'est un gros travail, hein, c'est un travail de tout le temps, c'est une discipline à avoir. Moi-même, de temps en temps, je ne suis pas du tout objectif, hein, j'ai mes propres biais, et des fois je rentre dans les biais. Mais l'avantage finalement, c'est que le fait de lire au moins, eh ben, à un moment donné, vous pouvez vous remettre en question, et vous pouvez remettre en question certaines choses, et vous dire non, non, là, c'est vrai, je ne suis pas objectif, donc hop, je reprends, je suis objectif. N'hésitez pas à couper l'ordinateur, n'hésitez pas à sortir, vous balader un jour, 2 jours, quelques semaines, peu importe. Ce qui est important, voilà, c'est de sortir, de couper le bruit, et après de pouvoir revenir avec un regard neuf et vierge à nouveau. Et c'est là, en règle générale, où on a une meilleure visibilité des choses, et on évite à nouveau les biais. Donc, un bon investisseur doit avoir un seul biais, l'opportunisme. Le bruit de marché vous pousse constamment à l'impulsivité. On vous pousse à prendre des décisions alors que ce n'est pas votre plan, ou votre profil, ou votre horizon de placement. Et donc ça transforme beaucoup d'investisseurs de moyen à long terme en finalement spéculateurs de court terme. Donc évidemment, ça fait plaisir aux courtiers, mais pas à vous. Donc souvenez-vous que pendant que l'optimiste et le pessimiste débattent à savoir si le verre est à moitié plein ou vide, l'opportuniste, lui, le boit. Retenez celle-ci. Hein. Préparez-vous à voir votre action baisser. Donc vous devez préparer votre plan de façon à ce que vous soyez préparé à préparer vos émotions, vos réactions et vos décisions si jamais l'action baisse de 10, 20, 30%. Peu importe votre horizon de placement, peu importe la raison pour laquelle vous avez acheté. Trop de personnes achètent, puis s'imaginent
ce qu'ils feront quand l'action aura gagné 50, 100, 150%. C'est le contraire qu'il faut faire. Penser défensif. C'est-à-dire penser, si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais? Parce que la problématique, c'est de penser, si ça se passe bien, qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et d'oublier qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal. Et donc si ça se passe mal, eh ben on est passif, et on ne fait rien du tout. Et donc du coup, on continue de voir l'action dégringoler. Et puis potentiellement, on va moyenner à la baisse, et ainsi de suite. La problématique, c'est que 9 fois sur 10, le marché finira par vous donner raison. Avec le temps. Vous aurez bloqué votre capital pendant des mois et des mois à louper d'autres opportunités, mais ça, vous vous en tiendrez pas compte, c'est ce qu'on appelle une perte d'opportunité, où vous, tout ce que vous verrez, c'est que vous avez fini par avoir raison, et que donc le marché était bête pendant 6 mois ou 1 an, voire 2 ans, et que vous avez fini par avoir raison. Mais ce que vous n'allez pas voir, c'est que vous avez bloqué votre capital, que pendant ce temps-là, vous avez perdu énormément d'opportunités, et surtout, 9 fois sur 10, comme le marché remonte, et bien vous vous dites que ce n'est pas une erreur ce que vous avez fait. Sauf que la 10e fois, l'action elle ne remontera pas. Vous allez moyenner à la baisse jusqu'à quasiment avoir que votre portefeuille dessus, et l'action ne remontera pas, et ça sera terminé pour vous. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le marché donne des secondes chances, entre guillemets, mais qu'il ne faut pas les prendre comme le fait que le marché vous dit que vous avez raison. Vous avez fait une erreur, il faut intégrer que vous avez fait une erreur, le marché a été sympa, vous permet de sortir en règle générale avec très peu de pertes, voire un petit peu de gains. Mais ça reste quand même une erreur. On ne reconnaît pas un trade, c'est pas un bon trade parce que vous avez gagné de l'argent. Des fois vous gagnez de l'argent mais c'est un mauvais trade. Donc ça aussi il faut le prendre en considération. Donc vous devez vous préparer. Pensez risque avant de penser gain. Si vous connaissez et acceptez votre risque avant de prendre position, alors les émotions ne prendront jamais le dessus sur vos décisions. Ça aussi, un élément important à se rappeler et à se souvenir. Pardon. Vous êtes euphorique ou paniqué, ça arrive. C'est que vous ne tenez pas votre plan, ou n'avez pas de plan, ou encore que votre taille de position est trop importante. Réduisez la taille de position jusqu'à ce que vous ressentiez être à nouveau sous contrôle, calme et clair sur le graphique. Les niveaux, les repères. Si je passe au-dessus de ça, je fais ça. Si on passe en dessous de ça, je fais ci. Achetez une marge de sécurité. Utilisez les 5 forces de Porter pour investir à long terme. Investissez dans les entreprises qui ont un avantage concurrentiel important et qui n'est pas rattrapable facilement. Donc, imaginez que l'entreprise est comme un château. Comment vous défendez un château ou une forteresse? Eh bien, vous mettez un point d'eau tout autour. Donc, c'est ce qu'on appelle un moat en anglais. Et c'est ce que les analystes fondamentaux et value notamment vont appeler l'avantage concurrentiel de l'entreprise. C'est ce qui lui permet justement c'est souvent des brevets, c'est souvent justement tout un tas de technologies ou de capacités de production X ou Y ou de services qui leur permet justement d'avoir un avantage concurrentiel sur les autres avec des barrières à l'entrée, etc. Bref, je ne refais pas les 5 forces de Porter. Mais est-ce que votre entreprise que vous avez à long terme, elle a ce moat? Donc c'est ça que vous devez définir. Donc la fausse diversification, si ça c'est un élément important, nuit à votre trading. Si vous voulez réduire votre risque au strict minimum, il vous faudra alors diversifier sur plusieurs classes d'actifs. Soit vous voulez surperformer le marché et il vous faudra alors concentrer. Vous devez savoir ce que vous voulez, vous devez savoir quels sont vos objectifs. Il ne s'agit pas de diversifier pour diversifier ou de concentrer pour concentrer. Donc on doit savoir, c'est pas mauvais de diversifier, c'est pas mauvais de concentrer, c'est mauvais de trop diversifier, c'est mauvais de trop concentrer. Donc il y a toujours un juste milieu à trouver et ça c'est en fonction de votre profil et de vos objectifs et de votre capital, de ce que vous voulez faire, de votre horizon de placement. Donc il y a beaucoup de personnes par contre qui font de la fausse diversification. Donc il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent bah regarde, moi je suis bien diversifié, j'ai 50 actions. Ouais, mais sur les 50 actions, il y en a 30 qui sont exactement sur le même secteur d'activité et les 20 autres de toute façon qui sont cycliques aussi. Donc c'est pas de la vraie diversification ça. C'est pas parce que vous augmentez le nombre de lignes que vous êtes diversifié. Une diversification, c'est une diversification d'abord par secteur d'activité, par zone géographique, et surtout par classe d'actifs. Ça, c'est une vraie diversification. D'ailleurs, si vous voulez avoir vraiment une vraie diversification,
c'est tout simplement le portefeuille All Weather que je vous ai présenté de Ray Dalio. Là, vous avez une vraie diversification au travers de tous les actifs. Donc c'est un portefeuille qui n'est pas tourné vers la surperformance, c'est un portefeuille qui est tourné vers la protection du capital. Donc c'est là où il faut savoir exactement ce qu'on veut faire. Et si on veut aller chercher de la surperformance, il va falloir concentrer. Il va falloir se concentrer sur quelques actions. Il ne s'agit pas de se concentrer sur des couteaux qui tombent, sur des actions qui vont potentiellement faire des recoveries. Là, vous allez au drame. Il s'agit de se concentrer sur des actions qui prouvent déjà être dans des configurations positives. Et on va accumuler au fur et à mesure que l'action est de plus en plus et valide de plus en plus cette configuration positive, et pas l'inverse. Donc ça, c'est important aussi, et pas de faire un all-in, tout d'un coup, d'un seul, et puis derrière d'attendre en se disant, au petit bonheur la chance, ça marchera ou ça marchera pas. Donc, voilà un petit peu pour la diversification. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'éviter la fausse diversification, d'accumuler ce qui marche et de réduire ce qui ne marche pas. Et ça, c'est la clé, clairement. Donc tout est question de profil et de temps. Pour la majorité des investisseurs, je recommande 8 à 12 lignes. Personnellement, et beaucoup de personnes qui m'écrivent, personnellement, je peux me permettre d'en avoir plus. Parce que tout simplement, je passe tout mon temps dessus. Donc j'ai beaucoup de temps, donc je suis dans la capacité de gérer. Mais pareil, j'ai mes limites aussi. Au-dessus de 25 lignes, 30 lignes, je ne suis pas dans la capacité de gérer. Alors après, il y a la différence entre le portefeuille de long terme et le portefeuille de court terme, bien entendu. Mais en gros, au-dessus de 25-30 lignes, c'est très difficile de pouvoir gérer. Et donc ce que vous devez vous concentrer après, c'est vous pouvez avoir des petites lignes qui, elles, demandent moins de gestion, mais les plus grosses lignes qui font l'essentiel, en gros, de votre portefeuille, celles que vous concentrez un petit peu plus que les autres et qui vont potentiellement aller vous chercher la surperformance, et celles-ci, voilà, il faut éviter d'en avoir plus de 8. Parce que clairement, sinon, c'est pas gérable et on ne gère pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le temps de gérer? On devient passif. Et quand on devient passif, tout simplement, on n'applique pas, on n'a pas de discipline et on laisse voguer les choses. Si ça monte, tant mieux, vous avez de la chance. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont profité de l'essor de la bourse, qui pensent qu'elles sont super fortes et qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ont juste eu de la chance. Ce qui fait que derrière, quand ça se met à baisser, elles ne comprennent pas, elles remoyennent à la baisse et on est parti pour perdre tout ce qu'on avait gagné par chance alors qu'on a cru que c'était par compétence. Donc, la clé en bourse ne se trouve pas dans votre capacité à bien acheter, mais bien dans votre capacité de gérer votre risque. Une fois en position de gérer votre position, c'est là où il va y avoir la discipline de tenir le plan. Savoir accumuler, réduire et vendre. C'est là que se fait la différence dans la performance. Donc, suivez vos plans, ne paniquez pas du moindre recul du marché. Le marché a besoin de respirer à la hausse comme à la baisse. Il ne monte ni ne descend en ligne droite. Il y a toujours des respirations. Si vous paniquez ou devenez euphorique, c'est que vous ne tenez pas votre plan. Ou tout simplement vous n'en avez pas. Ou vous pensez que vous en avez un, mais comme vous ne le tenez pas, c'est comme si vous n'en aviez pas. Dès que les choses iront contre vous, vous deviendrez frustré, passif devant votre écran, alors que la décision qui fait la performance dans le portefeuille se prend toujours dans ces moments-là. Dans les moments où vous dites « Bon, on verra bien, je vais attendre encore un petit peu, ça va remonter ». C'est là, en règle générale, que la vraie décision doit se prendre et vous ne la prenez pas. Et c'est à ce moment-là, justement, que la bascule se met en place. Vous êtes long terme, coupez le bruit. Achetez, mettez en place votre plan, puis fermez l'ordinateur, comme si la bourse allait fermer pendant 1 an, et que vous ne pouvez rien faire pendant cette année d'autre que de suivre votre plan que vous avez mis en place de manière originelle. Bien investir en bourse, ce n'est pas avoir raison tout le temps. Vous aurez tort, surtout dans le timing. Pour gagner, il faut accepter d'avoir tort. Ne pas hésiter à sortir pour re-rentrer plus tard sur un nouveau signal. Pensez protection du capital avant tout. La performance se joue à votre capacité d'accepter d'avoir tort et perdre peu, plutôt que de vouloir avoir tout le temps raison et vous obstiner à conserver vos actions pour cela. Le marché vous sauvera 9 fois sur 10, mais la 10e fois vous irez à la ruine. Déconnectez-vous de la macroéconomie, on se déconnecte. Il y a 4 millions d'économistes dans le monde, c'est une estimation. 2 fois plus d'analystes, c'est encore une estimation. Et encore, c'est vraiment mon estimation sur les gros analystes, etc. Il y en a bien entendu beaucoup plus. Et puis il y a tous les avis de particuliers X ou Y.
tous avec les mêmes données sous les yeux, tous avec des perspectives différentes. Et tous se plantent, à plus ou moins grande échelle. Ceux qui ont raison dans le mauvais timing, en règle générale, et si tel n'est pas le cas et qu'un gourou semble se démarquer, il ne sera pas le même à avoir raison sur le cycle d'après. Donc en règle générale, le mec qui a raison, le coup d'après, il se plante. Donc ça prouve bien qu'il faut faire attention par rapport à ça. Donc c'est un peu comme si chaque année, vous choisissez, et il y a des personnes qui le font, vous choisissez d'arbitrer votre argent à chaque fois pour le fonds qui l'année d'avant a eu les meilleures performances. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sous-performer le marché. Parce qu'il y a très peu de probabilité que le fonds qui a surperformé le marché l'année d'avant va continuer à surperformer le marché chaque année. Et surtout, va continuer à surperformer la concurrence. Donc malheureusement, le fait de trop arbitrer, vous payez des frais tout simplement, et vous minez votre performance plutôt que tout simplement choisir d'abord une bonne action ou un bon fonds, et puis tout simplement de laisser les gens et de laisser la stratégie s'opérer. Ça aussi, c'est une question de discipline. La macro est importante, ne me méprenez pas, mais dévastatrice pour les performances de l'investisseur. J'en suis convaincu. Cela biaise votre esprit et vous pousse à avoir des certitudes, surtout le mauvais timing, parce que vous avez certainement raison sur le fond, mais c'est le mauvais timing. Et ça fout en l'air vos performances. Donc, on a des certitudes sur l'avenir de l'économie qui jugulent votre capacité d'investir et de suivre ensuite sur des signaux indépendants sur action. Donc j'ai beaucoup de personnes qui me disent là j'avais des signaux, j'avais tout pour entrer à moindre risque, mais comme je n'arrête pas de dire que la macro ça va mal, etc., je ne suis pas rentré, je n'ai pas acheté. Et l'action bien évidemment est montée. Vous avez énormément d'actions qui continuent de monter alors que la macro va mal. Ce qui est important, ça va être la micro. Donc faites la part des choses. C'est ça aussi qui est important. Donc, surtout que la macro, c'est très espacé dans le temps. Donc c'est là où le timing est vraiment très important dans l'investissement. Donc jugez et suivez plutôt la micro. Seul cela compte pour vos investissements. Quant au « oui mais Julien, et les signes noirs alors ?» Par définition, ils sont impossibles à prévoir de toute manière. Alors pourquoi vous dépensez votre temps et parfois votre argent à vouloir le prévoir, à vouloir savoir comment on survit, etc. Ok, c'est très bien, on peut avoir quelques lectures, mais attention à vous omnibuler par ça. Ça va complètement biaiser derrière vos investissements X ou Y sur du long terme qui sont dans des parfaites tendances. À toute statistique négative, je peux vous en trouver une positive et vice-versa. Donc inutile de jouer à ce jeu stérile. Et si cela vous amuse, très bien, mais cela vous fait perdre de l'argent. Alors après, pour le défi intellectuel, je comprends tout à fait, mais ça vous fait quand même perdre de l'argent. Vous devez alors constater que vous êtes en bourse non pour gagner de l'argent, mais pour le défi intellectuel ou pour l'ego. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là par question d'ego et qui veulent avoir raison. Et donc qui ont beaucoup de certitudes. Malheureusement, ces personnes-là, c'est clair et net, perdent de l'argent. Donc cette volonté d'avoir raison pour avoir une meilleure opinion de vous-même, si vous voulez juste être là pour le défi intellectuel et pas là pour gagner de l'argent, très bien. Mais les personnes qui sont là pour l'ego, et il y en a beaucoup, après il faut se poser les bonnes questions. En règle générale, c'est dans votre subconscient, c'est-à-dire vous n'en avez pas conscience de ça. Donc il faut se demander également pourquoi vous êtes en bourse. Et on a beaucoup de personnes qui sont là pour l'ego, pour vous expliquer qu'elles savent mieux, que ça va faire ci, que ça va faire ça, etc. Puis après, évidemment, quand ça ne se passe pas, on n'en entend pas parler. Et puis après, comme par miracle, quand ça finit par arriver, elles reviennent. Mais donc, la problématique, c'est une non-remise en question. Et la problématique, c'est que si vous êtes là avec de l'ego, que vous soyez gagnant, peu importe, mais à terme, vous finirez perdant. Donc il ne faut pas avoir d'ego, il ne faut pas avoir de certitude, on a le droit d'avoir des convictions, mais derrière, c'est le marché qui décide, c'est le marché qui a raison. Donc c'est là aussi où le marché, de toute manière, vous remet à votre place toujours rapidement. Donc c'est malheureusement pour moi, l'ego, c'est une terrible raison de se retrouver en bourse. Vouloir avoir raison pour faire plaisir à son ego fera que vous aurez une carrière très courte en bourse et surtout beaucoup de frustration, qui derrière vous aurez les déverser dans la partie commentaire. Quant à ceux qui semblent le faire tout en étant toujours là après des années, vous avez des personnes qui sont toujours là après des années et qui font ce petit jeu des devinettes. Croyez-moi, la majorité d'entre elles, elles n'investissent pas ou alors une très faible partie de leur patrimoine. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent survivre continuellement et continuer à se faire plaisir à leur ego sans endommager leur patrimoine. Les personnes qui réellement ont un ego un petit peu trop surdimensionné vont engager une grosse partie de leur patrimoine et en règle générale ça ne dure pas très longtemps. Donc,
De toute façon, hein, c'est assez simple, hein, les gourous, de toute façon, s'ils investissaient leur argent là où est leur bouche, eh ben, ils seraient tous ruinés. Ils seraient tous ruinés, pas parce qu'ils ont eu tort, la plupart ont eu raison, mais ils ont eu tort sur le timing. Et donc ils seraient ruinés avant d'avoir eu raison. Donc rappelez-vous ça, hein, le cimetière des investisseurs, il est rempli de mecs qui ont eu raison, mais trop tôt. Et donc c'est pas le bon timing, vous prenez une hausse, vous prenez des appels de marge que vous voulez, puis basta, hein, très peu de personnes, hein, ils sont capables de tenir des positions. Et les personnes qui peuvent tenir les positions, c'est les personnes qui ont fait quoi? C'est les personnes qui ont fait de la gestion du risque. Et dans la gestion du risque, ils ont fait quoi? Eh ben, ils ont adapté la taille de position. Ils se sont dit, ok, je prends un pari, mais je sais que je prends un pari. Je le fais en âme et conscience, et donc je prends un pari, mais je vais mettre qu'une petite partie de mon patrimoine ou de mon compte de bourse. Comme ça, de toute façon, je peux tenir la position, et je peux tenir le delta de temps que peut-être le marché mettra avant de digérer et de me donner raison. Et ça, c'est la façon réellement de procéder quand on décide d'anticiper. Donc timing is king. Ce n'est pas Buffett, hein, mais Peter Lynch qui a dit que plus d'argent a été perdu sur les marchés à vouloir anticiper la crise plutôt que dans la crise elle-même. Donc ça veut dire, et de toute façon, regardez bien, il y a des gens qui vous prédisent la crise plus longtemps que la crise ne dure en elle-même. C'est-à-dire une récession, en règle générale, c'est quoi? C'est en moyenne 11 mois, ça peut durer jusqu'à 2 ans, ça dépend, mais en gros, vous avez toujours des personnes qui vous prédisent la crise 3 ou 4 ans avant qu'elle arrive. C'est pareil, pour moi, c'est une perte d'opportunité. Pendant ces 3 ou 4 ans-là, on peut profiter des marchés jusqu'à ce qu'on ait les signaux que le marché, justement, il commence à accepter qu'en effet, les risques sont trop importants. Et là, le scénario, la conviction qu'on avait, on la met en place dans son portefeuille. Timing. La clé, c'est le timing. Donc, n'écoutez que vos plans qui intègrent le micro, surtout la micro, mais pas la macro. La macro vous donne une vue d'ensemble, mais derrière, quand vous prenez des décisions d'investissement, c'est la micro surtout qui est la grosse base de décision. Si vous faites des petits calculs, etc., la macro ne doit compter, à mon avis, hein, que pour 1/10 de votre décision. Donc c'est vraiment mineur. Surtout que, dites-vous bien que toutes les statistiques qui sortent, hein, c'est toujours des statistiques en arrière. Donc vous devez de toute façon faire de la prévision, vous devez prendre du risque pour faire de la prévision. Si vous vous focalisez que sur les statistiques que vous avez à l'instant T, d'une part elles sont déjà intégrées par le marché, et deuxièmement, c'est les statistiques qui datent déjà de 1 mois minimum. Donc ce que vous devez, c'est de se dire, ok, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour moi, j'ai un élève qui l'a parfaitement résumé avant-hier, justement, dans l'Académie des Graphes, et qui m'a dit, Julien, j'ai trouvé le plaisir d'investir. Et pour moi, c'est la clé. Chacun doit trouver le plaisir d'investir. C'est-à-dire que la stratégie, que ce soit la stratégie du moindre risque ou une autre, vous devez la prendre, vous devez l'appliquer, mais surtout vous devez l'adapter à vous, à votre profil. Donc vous devez commencer par vous connaître vous-même. Et ça prend un petit peu de temps. Il ne faut pas le faire comme ça, vite fait, bien fait. Et surtout, donc, vous devez adapter la stratégie de manière à prendre du plaisir. Et si vous prenez du plaisir, que vous n'avez pas de stress, et donc que vous gérez votre risque, et que vous faites ça avec discipline, croyez-moi, les gains seront au rendez-vous. Donc ne pensez pas aux gains, pensez à appliquer la stratégie que vous avez adaptée au fur et à mesure à vous, en ayant appris à vous connaître. Et c'est ça qui vous mènera au gain. Donc c'est important de ne pas penser résultat, mais de penser d'abord stratégie, la procédure, mais vis-à-vis de vous, adaptée à vous. Donc il y a toujours des petites choses que vous allez devoir adapter. Donc vous avez un plan et vous le suivez sans stress, sans émotion et sans ego. C'est ça le plaisir d'investir. C'est quand on sent que voilà. Et puis on peut perdre, hein. On peut perdre, mais on a suivi le plan, on n'a pas eu de stress. On savait où on devait rentrer, on savait où on devait sortir. Peu importe ce qui se passe, on n'est pas là en train de se demander qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qu'il va dire Powell, qu'est-ce qu'il va dire machin, et truc, cet analyste-là, qu'est-ce qu'il en pense, et lui, qu'est-ce qu'il en pense, et Julien, qu'est-ce qu'il en pense. On s'en fout. Votre plan. Tenez votre plan avec discipline. En cela, vous prenez du plaisir et vous apprenez à votre subconscient à faire ce qu'il faut pour vous procurer ce plaisir d'investir. Et donc à rentrer uniquement sur les configurations qui conviennent à votre bon plaisir. Donc où vous n'avez pas de stress et donc des configurations qui sont bien pour votre profil. Donc,
Arrêtez de jouer aux devinettes, tout simplement. Vous allez ainsi créer un environnement où votre œil va pouvoir repérer les configurations qui vont vous apporter du plaisir, car permettant d'avoir des repères à la hausse et à la baisse, et pas celles qui n'apportent que du stress, car on essaye de deviner où sera le point bas. Tout ce que je vous dis, bon, j'ai mon cachet analyse technique, bien entendu, mais ça marche en analyse fondamentale, hein, c'est exactement la même chose. De toute façon, c'est le bon sens qu'on tire de tous les écrits de Buffett et puis des autres investisseurs, qu'ils soient value ou qu'ils soient growth at reasonable price, c'est pareil. Donc pensez marge de sécurité, ça va plus parler peut-être aux fondamentalistes. Outre la micro, surtout dans les petites entreprises, c'est le management que vous devez étudier. Surtout son intérêt à travailler pour l'actionnaire et non l'inverse. Or, vous devez éviter toutes ces entreprises qui ne survivent que grâce à des financements globalement opaques, qui ne servent que finalement à financer un petit peu l'entreprise et puis les salaires des dirigeants, c'est-à-dire tout ce qui est OCA, obligations convertibles, il y en a des bonnes, hein, mais il y en a des mauvaises, et puis tout ce qui va être des augmentations de capital à gogo, où finalement vous financez l'entreprise, mais la recovery n'arrive jamais. Donc il faut connaître un minima les dossiers, il faut fouiller un petit peu, c'est pas parce que vous avez potentiellement un signal qui va vous donner un rebond technique, mais qui va être éphémère, spéculatif, parce que quand vous allez regarder la boîte, c'est une coquille vide. Et donc l'entreprise ne sera jamais capable de gagner de l'argent, elle vous promet monts et merveilles, mais en attendant, c'est vous qui financez la boîte par des AK ou des OCA, et vous n'en voyez pas le bout. Et donc clairement, c'est de la dilution à gogo, et ça, vous ne pouvez pas être en terme là-dessus. Faire une petite spécule de temps en temps, c'est quand vous savez ce que vous faites, pourquoi pas. Mais ça, clairement, il faut oublier ces entreprises-là, que l'on prend comme un ticket de loto, parce que c'est droit à la catastrophe. Hein. Donc, acheter des entreprises qui cotent à des niveaux où les titres ne peuvent pas beaucoup plus baisser. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'on veut vérifier que les dividendes qui sont versés, on veut vérifier que les financements, on veut vérifier que peut-être même les buybacks, on en parle beaucoup en ce moment, c'est financé par des cash flows, c'est pas financé par de la dette, ou c'est pas financé par justement d'autres financements qui ne sont pas justement les cash flows. Là, sinon, à long terme, en effet, vous rentrez sur une entreprise qui, malheureusement, à un moment donné ou à un autre, quand ça va mal aller, ne sera pas capable de faire face. Donc il faut savoir également sur quoi on rentre. Je veux dire, je fais de l'analyse technique, mais outre faire de la spéculation très court terme, quand je veux faire un investissement, quand je veux acheter pour quelques jours, voire quelques semaines, quelques mois, ça dépend, je vais toujours regarder l'entreprise, je vais regarder est-ce qu'il y a de la dilution, est-ce que le management, il travaille pour l'actionnaire ou il travaille pour lui-même, c'est-à-dire à faire que de la dilution en permanence. Potentiellement, oui, il y aura une entreprise à un moment donné qui fera sa recovery, mais vous aurez largement le temps d'y rentrer lorsque la tendance sera inversée. Ça ne sert à rien d'essayer de l'anticiper, sinon vous prenez toute la dilution dans la tête pendant ce temps-là, avec le risque que ça ne se relève jamais. Donc cette marge de sécurité, elle permet de coller à cette fameuse citation de Warren Buffett. Soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides lorsque les autres sont craintifs. Donc là, le but, c'est pas d'acheter des couteaux qui tombent, le but, c'est de vérifier quelle est la valeur de l'entreprise, et quelle serait sa valeur minimum. Et donc de comprendre que le marché, il n'est pas efficient tout le temps. Et donc, quand il panique, quand il n'est pas efficient, il va vous faire tomber des cours d'entreprise à des niveaux qui sont bien en deçà, justement, de la valeur de l'entreprise, même si il y a une dégradation des performances dans les mois ou dans les années à venir. Donc vous devez faire vos scénarios, avec vos scénarios pessimistes ou très pessimistes, et derrière, quand une action tombe à une valorisation, une capitalisation en deçà d'une valorisation déjà pessimiste que vous avez fait dans votre scénario, c'est que vous avez une marge de sécurité. Et donc là, fondamentalement, potentiellement, il faut rajouter le graphique derrière pour avoir l'aspect timing, et vous pouvez acheter justement des entreprises qui vous donnent une certaine marge de sécurité. Donc il ne s'agit pas d'acheter des couteaux qui tombent, bien entendu, mais d'acheter des entreprises où l'irrationalité du marché et sa non-efficience créent des opportunités. Donc ça, évidemment, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Vous devez étudier les entreprises. On étudie les entreprises au fur et à mesure. C'est ce que je fais à l'Académie des Graphes. J'essaye de pré-mâcher le travail, j'étudie les entreprises et je dis, là, cette entreprise, le jour où elle tombe en dessous de tel niveau, ça sera intéressant de la mettre dans la liste pour un aspect fondamental, et puis après d'attendre techniquement qu'elle nous donne un petit peu plus de signaux pour nous dire faire un saut, parce qu'une action peut toujours baisser plus bas,
Donc vous ne dites pas, là c'est un socle, il n'y a jamais de socle si ce n'est 0, donc ça peut toujours baisser plus bas et du coup vous offrir encore plus une grosse marge de sécurité. Donc ce qui est important, c'est de lier ça à l'analyse technique, comme ça vous pouvez justement avoir le timing. Et donc du coup derrière, vous avez la sécurité du fondamental, vous avez le timing avec l'analyse technique, et là derrière vous pouvez redimensionner une position. Et donc là, c'est ce qui vous permet aussi de rentrer un petit peu avant tout le monde, avant que tout le monde se remette à croire à la recovery et au retracement de cette entreprise-là. Et c'est là justement, en profitant de ces inefficiences de marché, que vous allez battre le marché. Donc les certitudes tuent en trading. On a le droit d'avoir des convictions, mais pas de certitudes. Je le répète, mais il faut le répéter. Vous devez être prêt à l'imprévisible. Ne jouez pas aux devinettes. Laissez cela aux analystes et économistes qui n'investissent pas eux-mêmes de toute manière, et pour qui tout est clair et tout est facile. Et en général, a posteriori, c'est facile pour tout le monde. Donc concentrez-vous sur votre plan et votre gestion du risque. Avec des tailles de position adaptées, les pires pertes viennent de vos certitudes. Vous êtes votre propre ennemi. Ne l'oubliez jamais. Ne rejetez pas la faute sur X ou Y ou machin. Vous êtes votre propre ennemi. Ce n'est pas la stratégie le problème. C'est que vous ne l'appliquez pas. Donc inutile de vous déresponsabiliser et de tenter de rejeter la faute par frustration sur la méthode ou autrui. L'erreur n'est pas dans la stratégie, mais dans la manière que vous avez de l'appliquer. Et potentiellement, ce n'est pas une bonne stratégie pour vous. Et potentiellement, vous ne l'avez pas adaptée à vous. C'est pour moi la règle première, c'est que souvent, les gens, ils essayent d'être très cartésiens et d'appliquer A plus B égale C, et donc la stratégie comme une procédure. C'est là où justement la bourse c'est un petit peu un art, et c'est là où justement vous devez apprendre les règles. Je vais reprendre Picasso qui disait qu'il faut apprendre les règles pour ensuite avoir la capacité de savoir quand les briser. La bourse est exactement la même chose. Vous devez apprendre les règles pour ensuite pouvoir les adapter à votre profil et donc savoir lesquelles vous pouvez briser et quand. Donc ça c'est vraiment très important. Vous devez adapter la stratégie à votre profil et non l'inverse. Étudiez vos erreurs, étudiez les erreurs des autres, dressez selon votre profil vos 10 commandements à vous, affichez-les en bonne place devant vous à chaque fois que vous êtes sur le point de passer un ordre. Apprenez à les suivre, trade après trade, ils deviendront habitude, automatisme, et c'est ça qu'on va appeler feeling de marché. Plus tard, ça sera la magie qui sera réalisée par votre subconscient. Puis suivez les 3 règles essentielles pour gagner en bourse. Discipline, discipline et discipline. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est le point qui pour vous est le plus important et que vous retenez comme vraiment la clé. Dites-moi également s'il y a d'autres choses que vous voyez qui peuvent être rajoutées. N'hésitez pas, vous rajoutez ça dans les commentaires. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!